Bonjour à tous les VIP qui m'écoutent. À toutes et à tous. Ça y est, il s'est déjà découvert derrière son masque de Macron du net. C'est Léo et Stéphane, votre sociologue préféré. Bonjour Stéphane. Hello, hello. Alors, vous l'avez entendu, celui-ci c'est que pour les VIP. On continue dans notre lancée un petit peu audio de produire ce contenu une fois par mois exclusivement pour vous. C'est aussi un des petits tirets qui est compris dans le package. Oui, et puis alors, on rappelle également aux VIP qui ne seraient pas attentifs ou qui n'auraient pas les dysfonctionnels, tu sais, qui n'ont pas le Slack paramétré sur leur téléphone, qui ne reçoivent pas les notifications. On leur rappelle que depuis le 1er octobre, ils bénéficient de 10 et respectivement 20% de réduction sur les séminaires passés. Avec un code promo. Oui, ils vont voir hommedinfluence.com/VIP/coupon. Ils vont voir leur coupon, quoi. Je ne me souviens plus de l'URL exactement. Je ne sais plus si c'est VIP ou Club VIP. Ils vont voir leur coupon et ils découvrent des belles petites vignettes que je me suis bien fait chier à faire. Et ils découvrent quel coupon leur permettent de bénéficier de respectivement 10 et 20% de réduction. Alors ça c'était la petite séquence de pub qui ne durera pas plus longtemps que ça. Alors ce matin je me suis réveillé tant bien que mal sous le brouillard de San Francisco. J'ai regardé la vidéo de Tim Ferriss qui a eu un très bon accueil. La mienne plutôt. Oui. À propos de Tim Ferriss. La vidéo de Stéphane sur Tim Ferriss qui a failli, qui l'a presque tué, mais pas tout à fait. Puisque tu parlais du développement personnel américain et de ses écueils. Et tu as notamment évoqué quelque chose qui s'était passé un petit peu au début de ta vie d'indépendant, d'entrepreneur, comme on dit aujourd'hui. C'est que tu jouissais d'une grande liberté et tu avais mis cette liberté à profit en organisant une très belle soirée, on l'imagine, à Milan. C'était une façon un petit peu à toi de t'installer, pas dans l'intelligentsia, mais dans la mondanité un petit peu milanaise. J'ai bon jusque-là ? Oui, alors effectivement, d'abord bonjour à tous. Évidemment, cette vidéo rebondit sur une autre déjà existante, publique. Donc si vous ne l'aviez pas vue, c'est le moment d'aller la parcourir. Elle s'appelle « Tim Ferriss m'a presque tué » ou « a failli me tuer », je ne sais plus. « M'a presque tué ». Et effectivement, Léo l'a bien résumé, mais c'est pas mal que vous l'écoutiez avant, que vous en bénéficiez avant. Et ensuite, oui, effectivement, j'étais en phase de conceptualisation, on va dire, de ce désir sous-jacent que j'avais de vivre de mes passions, ce que je vous propose aujourd'hui, ce que j'ai décodé, découpé en 12 étapes, découpé en 12 semaines, où je vous propose de suivre sur vivet-aimer.biz. Vivet-aimer.biz, c'est comme vivre de son blog d'Olivier Roland, ou c'est comme marketing machin d'Amaker, en bien mieux, évidemment, puisque de toute façon, Amaker était mon client, et il a récupéré 50% ou plus de ce que je disais déjà en séminaire. Et Roland, principalement, résume des bouquins d'autres personnes. Faut le savoir, tout le monde le sait, il s'en est jamais caché. Donc, allez voir plutôt quelqu'un qui crée, plutôt quelqu'un qui résume des bouquins. Et donc, c'est comme vivre de son blog en mieux, puisque si votre passion est d'avoir un blog, vous vivrez de votre blog. Mais si votre passion n'est pas d'avoir un blog, tout le monde la société ne peut pas vivre avec que des blogueurs, c'est pas possible. Non, il faut bien qu'il y ait des gens dont la passion soit de travailler le bois, soit de devenir infirmier, de devenir pompier, de devenir musicien. Enfin, on peut pas vivre avec que des blogueurs en développement personnel. Tu sais, à un moment, qui en plus, enseignent pour devenir eux aussi à leurs clients blogueurs en développement personnel. Donc, toujours cette même boucle. Voilà, donc toujours cette fameuse. Mais ça ne choque personne en fait cette boucle, c'est absolument incroyable quoi. Les gens, enfin bon bref, on va pas en reparler. Donc voilà, c'est la même chose que vivre de son blog en mieux, c'est-à-dire que c'est l'extrait sec, il n'y a rien d'inutile, c'est l'extrait sec de vivre de sa passion. Si votre passion est un blog, ça sera un blog. Si votre passion n'est pas de bloguer, vous n'aurez pas à bloguer. Voilà.
Oui, alors je fais une deuxième petite parenthèse pour compléter ce que vient de dire Stéphane avant qu'on rentre dans le sujet qui va être un petit peu les soirées et comment en organiser. Le YouTube français est en train de se développer énormément, mais le YouTube américain est très développé depuis plusieurs années. Et comme je passe beaucoup de temps sur YouTube, je remarque que beaucoup de gens avec des professions et des expertises très variées ont fait ont cranté d'un métier qui n'était pas forcément lié à Internet, l'ont transformé en une sorte de chaîne YouTube et aujourd'hui en vivent. Je pense notamment à, pas de ton ami, mais à celui que tu m'envoies qui restaure et qui met au goût du jour des vieils appareils audio ou des Il a une chaîne YouTube, des vieilles lui technologies. Celui que tu m'envoies. Non, pas le français, l'anglo-saxon là qui faisait la vidéo sur la montre avec les ampoules. Ah oui, Technoman ou Technoman. Ouais. Voilà. Et bon, voilà, lui, sa passion, c'est ça. D'autres, ça va être l'économie. D'autres, ça va être le... Oui, mais lui, tu vois, par exemple, lui, il la monétise très mal. Oui, alors après qu'il le fasse très mal, c'est une chose. Avec un Tipeee ou avec un Patreon qui ne lui rapporte strictement rien. Alors bon, ça qu'il s'y prenne mal, c'est une chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout le monde pouvait s'y retrouver et on n'était pas obligé d'avoir une passion qui est intrinsèquement liée à Internet au début. C'est ça que je voulais dire. Tu as très bien dit. Donc, déjà 12 petites minutes que se sont écoulées dans ce podcast. Oui, mais là, on parle aux VIP. Donc les VIP, a priori... ils ont le temps. On n'a pas besoin de leur massacrer l'intro pour ne pas perdre leur intérêt. Exactement. J'espère que vous écoutez ça dans votre... que vous n'êtes pas là planté devant votre ordinateur, vous êtes dans un bon fauteuil, vous êtes en voiture, à vélo, que sais-je, mais vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran bêtement, il ne se passera rien, vous n'entendrez que notre voix. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu cette vidéo sur Tim Ferriss, t'évoquais cette soirée à Milan, et alors je connaissais un petit peu cette histoire parce que tu l'avais déjà évoquée dans des précédents séminaires, et en voyant les photos, tu sais, ça percute toujours un peu plus et tu te dis en fait c'est quelque chose de vraiment concret et on peut se dire c'est quoi un petit peu la bonne manière ou les écueils dans lesquels il faut pas tomber quand on organise une soirée comme ça, et même avant de commencer l'organisation, pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'en organiser une? Et les premières raisons que j'ai trouvées, c'est de dire que on peut être soit dans une nouvelle ville ou soit dans une monotonie un petit peu trop grande, et se dire on a toujours des espèces de contacts faibles, enfin dans notre réseau on a des liens forts, des liens un peu moins forts, des liens plutôt faibles, et ça peut être intéressant de réunir tous ces gens-là en faisant une espèce de soirée, mettre du ciment entre toutes ces liaisons et se construire finalement une base beaucoup plus saine, beaucoup plus forte, pour ensuite donner une espèce de coup de pied dans ce réseau, mais dans le bon sens du terme, et tout de suite avoir un cercle plus fourni. Est-ce que c'était un petit peu la motivation qui au début t'a poussé à faire cette soirée? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour faire un effet de manche, mais non. Sincèrement, en fait, pas du tout. La réalité, c'est que on pense. Enfin, moi, ce que tu dis, ça se tient, et je l'aurais volontiers cru, et j'aurais volontiers naïvement essayé de l'appliquer. Mais en fait, organiser des événements mondains, des soirées mondaines, c'est totalement autre chose, et ça obéit à une autre logique que simplement celle de convier en gros ces différents potes, ces différents cercles, et d'espérer que tout ce petit monde se mélange. En fait, en réalité, et alors, c'est pas à toi que je vais apprendre que je suis un peu tragique, mais en réalité, l'expérience m'a montré que nos cercles proches avait une fonction. Tout le monde sait même pas ça, c'est pas être tragique, c'est simplement se rendre à l'évidence. On sait pertinemment que nos proches ont une fonction. Tu sais pertinemment que telle personne ou tel groupe de personnes t'apporte, je sais pas, par exemple, t'apporte
Ce sont ceux avec qui tu vas évoquer le passé parce que t'étais en école d'ingé ou au collège ou au lycée avec eux. Donc ils ont un peu ce rôle ils ont ce rôle de carte postale, entre guillemets, de cartolina, comme on dit en italien, mais tu ne partirais pas en vacances avec ou tu ne partirais pas en road trip avec, tu ne montrais pas une société avec. Tu sais que certains potes ont un rôle, ce sont des rôles tacites, hein, bien entendu. Certains potes, tu les vois moins fréquemment, mais ils ont un rôle inspirant, parce que ce sont des gens qui ont réussi, ce sont des gens qui excellent dans leur domaine ou qui ont un peu de notoriété, et donc tu en apprends. Certains potes ont le don de t'écouter, donc quand t'es un peu down, quand t'es un peu au fond, bah t'écoutes tout simplement, t'écoutes ces gens parce que, ces gens t'écoutent, et donc tu sais qu'ils ont finalement peu de valeur ajoutée réelle, mais tu kiffes parce que tu sais que quand t'as envie de parler, ces gens-là vont tendre une oreille attentive. Et en réalité, l'idée de se dire c'est quoi une soirée, c'est tout le monde amène une pizza et je mélange ces gens-là, ça ne fonctionne pas, parce que soit ces gens-là se connaissent déjà et ils n'ont pas forcément d'appétence à être ensemble, soit ils ne se connaissent pas et tu verras que les mixer ne te rapportent rien, ça ne fera que te mettre au centre d'un petit cercle hyper endogame. Or, et venons-en au cœur du sujet, quelqu'un qui prononce l'expression « j'ai envie d'organiser des soirées » et pas quelqu'un qui a envie de se retrouver au sein de son cercle endogame. C'est quelqu'un qui a envie d'exogamie, c'est quelqu'un qui veut voir du sang neuf, qui veut voir des têtes neuves. Personne ne prononce la phrase « organiser des soirées » ou « organiser des événements » pour inviter ses 5 meilleurs potes et le meilleur pote de ses 5 meilleurs potes. C'est pas ce qu'on fait, enfin ça n'a pas de... C'est pas ce qu'on pratique. Alors, ok, très bien. Alors une fois qu'on a compris que c'était plus dans un désir d'exogamie. Bah oui. Oui. Alors, mais est-ce que il n'est pas, parce que finalement, alors j'ai pas réfléchi des jours et des jours, hein, je vais pas vous le cacher, mais je me suis dit qu'est-ce qui est le plus dur. Alors c'est peut-être un de mes biais à moi, mais qu'est-ce qui est le plus dur dans l'organisation d'une soirée? Et je me suis dit, c'est finalement les choses qui ne dépendent pas de toi. Bah alors déjà, pour moi, il y a 2 trucs durs. Il y en a un qui s'appelle la logistique. C'est-à-dire qu'en gros... Moi, je le classe pas dans les durs, justement. Bah, moi, je le classe dans les très très durs. Parce que simplement, pendant des années, moi, je n'ai rien pu organiser parce que j'avais pas le local. Certes. J'avais pas l'appart. Alors, organiser une soirée, pour moi, c'est pas inviter des gens en boîte, déjà. Oui, non, mais sauf évidemment. à être en mesure de privatiser la boîte. Bon, enfin là, je pense que là, on parle de dizaines, de centaines de personnes. Je pense que personne qui nous écoute ici est organisateur de soirée en bois. Si j'en avais un de client comme ça, mais on s'est un peu perdu de vue. Il s'appelait Reza et c'était une personnalité attachante mais étrange que je n'ai jamais parfaitement saisi. Voilà. Identifié. Si. Enfin, bon, bref, il était à ma soirée de Milan d'ailleurs, il faisait le DJ. Donc, si on est donc déjà le local. Il faut être en mesure de pouvoir recevoir quelques dizaines de personnes, ce qui, pour beaucoup de Parisiens et beaucoup d'habitants des capitales, est à peu près impossible logistiquement. C'est-à-dire, tu mets pas 30, 40, 50 personnes dans 25 mètres carrés, c'est physiquement pas possible. Donc il y a le local, et ensuite il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est que moi, quand je dis organiser des soirées, je parle de recevoir, à minima 30 personnes max. À minima 30 personnes. Voilà, entre 30 et 50, voilà. On va dire. Après, il n'y a pas de limite haute, mais à minima 30 personnes. Ouais. J'ai fait des soirées à 100, 150 personnes. Ouais. La soirée de Milan dont tu vois les photos, on devait être 50, 60, et la suivante, on devait être 80, 90. Bon. Et là, la toute première question qu'on doit se poser à ce stade, c'est mais comment c'est possible? C'est-à-dire, moi, tout le monde va dire, mais moi, j'ai pas 40, 50 potes dispo le même soir, et dont toutes les copines sont des bonasses, etc., etc. Voilà. C'est ça. Ah bah ça, pour moi, c'était l'une de mes premières questions, et qui pour moi est le plus compliqué. Alors pourquoi est-ce que je classais pas forcément la logistique dans les trucs compliqués? Parce que même si ça nécessite un local et des efforts, premièrement, tout ce qui a trait à la logistique, comme c'est toi l'organisateur, c'est que toi versus toi d'une certaine manière.
Et louer un local ou trouver un endroit, ça se fait, ça se paye. Mais par contre, alors vous allez me dire c'est possible aussi, mais louer des invités et des amis, ça se fait, mais bon, c'est pas vraiment le but ici. Et pour moi, le plus compliqué, c'est peut-être mon côté H qui parle ici, c'était une fois que toute la logistique a été organisée, payée, etc., c'est de s'assurer que 80% des gens vont venir. Voilà, c'est ça. C'était est-ce que tous les gens vont bien venir? Non, alors déjà, on aura bien sûr beaucoup d'annulations. C'est une évidence, car il n'y a pas d'engagement. Pour moi, c'est ça le plus compliqué. Moi, je parle de soirées informelles. Je parle pas de trucs avec une billetterie. Je parle de quelques dizaines de personnes qui se rencontrent chez quelqu'un, d'accord? Donc des soirées privées. Voilà, quand quelques dizaines de personnes se rencontrent chez quelqu'un, il n'y a pas de billetterie, il n'y a rien. Donc tu as un taux d'annulation qui est énorme. Tu as des gens qui préviennent même pas, qui annulent qui viennent pas sans prévenir. Et ça, on y viendra juste après. Et c'est d'ailleurs la raison qui m'a fait arrêter, c'est que je n'ai pas l'indifférence suffisante. En fait, pour organiser ce type d'événement, il faut une indifférence phénoménale. Il faut une capacité d'indifférence finalement au succès ou à l'insuccès, aux promesses non tenues, mais qui est hors de ma portée. Moi, je ne suis pas un indifférent. Parfois, ça me manque. Je devrais l'être plus. Et donc, moi, le problème, c'est que je prends personnellement. Tu vois, quelqu'un que j'invite et qui prend pas la peine de décliner, qui vient pas, ou tu vois. Là, je ne laisse pas glisser. C'est mon problème. Mais on y viendra après. Donc, Léo, en bon hétéro pas de base, mais enfin en bon hétéro ingénieur, me dit, mais attends. Comment tu mets 50 personnes, dont 25 meufs, dont 20 bonnes sur 25, sachant que personne n'a 50 potes? Ça n'existe pas. On connaît 50 personnes. Moi, je connais peut-être 5000 personnes. Mais personne n'a 50 potes. C'est faux, c'est pas vrai. Bon. Il faut l'effet de levier. L'effet de levier, c'est que quand Pierre le banquier achète 25 appartements ou fait acheter 25 appartements à ses potos, ils ont pas 2,5 millions sur le compte en banque. Hein. Pierre le banquier, il était guichet à la poste, il bossait pour moi, je sais exactement combien je le payais, quoi. Tu vois. Pierre le banquier, il prenait 300 € pour faire une street session, donc bon, voilà. Faut se calmer. On va se calmer. Ceci étant dit, donc l'effet de levier, c'est ce qui permet aux gens de faire des transactions immobilières avec des sommes qu'ils n'ont pas. D'accord ? Ouais. C'est pas parce qu'on dit j'achète un appartement à 1,5 million qu'on a 1,5 million en espèces, en cash, dans une valise. Bon. En fait, les soirées, c'est pareil. C'est 30, 40, 50, 60, 70, 200 personnes. C'est pas vos amis. Ce sont des gens que vous avez fait venir par un effet de levier. Donc, qu'est-ce qui fait l'effet de levier ? Quel est l'amplificateur ? Alors moi j'ai trouvé un petit truc, mais tu en as sûrement d'autres. Moi le premier que j'ai listé, qui je me suis dit pouvait faire ramener plus de monde, de filles et d'hommes, c'est un peu subtil, j'en sais rien, mais c'est dans l'intitulé de l'événement, que ce soit sur la description Facebook ou la façon dont vous le présentez, c'est d'inclure dans le petit descriptif, donc que vous organisez la chose et que vous êtes pas en partenariat, mais que c'est vous et une femme en fait. Ah, j'ai jamais pensé, tiens. Sans doute. C'est-à-dire que Stéphane et Stéphanie, sans vendre le côté couple, donc c'est pour ça qu'il faut le faire subtilement. Stéphane et Stéphanie vous invitent ou voilà, en gros induire que c'est aussi organisé par une femme, même si en fait elle peut ne rien foutre. Je suis en train de faire une grosse connerie, je suis en train de ranger un truc en même temps que je parle, et comme je le fais mal, tout se pète la gueule. Excuse-moi. Oh putain, j'ai fait le boulet. Bon, d'accord, très bien, parfait. Ok, je n'y ai jamais pensé. Donc oui, je termine simplement. Inclure dans dans la description de votre invitation, de dire voilà, mon ami ou je sais pas qui et moi-même, nous organisons une soirée, et je pense que d'avoir ce symbole, enfin une vraie personne, ce pan-là féminin, ça va attirer d'autres femmes, ça va attirer des hommes, et ça fait pas tout
ça enlève le côté un petit peu mégalo, et je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, c'était le truc auquel j'ai pensé. Bon, ben je n'y avais pas pensé, tu as bien fait de le mentionner. Non, en fait, c'est pas l'effet de levier, c'est quoi? Il faut faire il faut que ton événement résonne. Ouais. Et pour que ton événement résonne, il faut une caisse, il faut une boîte, il faut un résonateur, il faut quelque chose. Ce résonateur, évidemment, on est au 21e siècle, va passer grandement par Internet. Sauf que, moi, je vais révéler le mien. C'est pas la peine d'essayer de copier, il n'existe plus. Moi, j'utilise. Bah oui, toi, à Milan, c'était il y a des années, il n'y avait pas Facebook, j'imagine. Voilà, déjà il n'y avait pas Facebook. Et en plus de cela, non, moi j'utilisais un site qui s'appelait Small World, qui était un petit Facebook de luxe auquel il fallait être parrainé. On n'entrait que parce qu'on connaissait quelqu'un, et la personne que je connaissais simplement, c'était une nana, une femme que j'avais rencontrée dans l'avion il y a plus de 10 ans. C'était un de mes premiers récits de rencontre sur FTS, ça s'appelait EasyJet Hard Pickup, et donc elle m'avait oui. J'avais des titres. Les vieux jeux de mots de Pays-Bas. Ouais, c'est ça. Et donc elle m'avait parrainé, et en fait ma chambre, l'effet de levier, c'était ça, c'est-à-dire d'annoncer sur ce petit réseau à taille humaine, car c'était à taille humaine. Il y avait d'abord il y avait quasiment que des gens dans les capitales, et puis il y avait quelques centaines de personnes par ville. Il n'y avait pas des milliards de personnes, et pas des millions, des dizaines de millions de personnes par ville. C'était à taille humaine, et c'était d'annoncer l'événement comme vraiment, voilà, avec tous les leviers évidemment de manipulation marketing. Je les connais, les leviers de manipulation marketing. C'est pas parce que je les utilise pas régulièrement que je les connais pas. Donc voilà, présenter l'événement comme une chance pour celui qui va y participer, mettre des photos extrêmement sexy de l'endroit, trouver toujours une cause. En fait, il faut toujours qu'il y ait une raison. Hein, on ne réunit pas les gens sans raison. Donc la raison, ça pouvait être, je sais plus, je crois qu'il y avait une Fashion Week pas loin, avant ou après. Donc j'avais dit que c'était la soirée. Ah oui, il y avait une Fashion Week juste avant. Et donc j'avais dit c'est la soirée off de la Fashion Week. Mais en fait c'est totalement bidon, ça n'existe pas. Enfin, c'était le prétexte. Tout le monde peut dire je fais la soirée off de n'importe quoi. Je veux dire, tu vas jamais te faire attaquer. Sauf si tu cherches, tu tends le bâton, si tu dis je fais la soirée off de la soirée Chanel et que tu mets le nom d'une marque dedans. Bon, mais si tu dis voilà, c'est la Fashion Week à Milan, etc. Moi je fais la soirée off, donc dans un très bel appartement, mais dans un contexte plus décontracté. Venez retrouver les gens stylés que vous avez croisés lors de la Fashion Week. Venez vous faire du réseau. Enfin, faut vraiment lister tous les bénéfices qu'ils auront à venir en fait. Venez rencontrer les gens qui comptent. Alors, il y a quelque chose que tu viens de dire très rapidement et qui, toi, te semble peut-être aujourd'hui naturel, et ça te l'avait semblé à l'époque aussi, mais qui peut ne pas l'être, c'est que tu as tout de suite dit, voilà, c'est la soirée off de la Fashion Week. Et la Fashion Week, c'est un événement qui est pas connoté H. C'est un événement qui est plus connoté F. Et donc, ça fait partie aussi des difficultés. C'était en tant que petit H, on aura normalement toujours plus de difficultés à augmenter la propension de nombre de femmes qui vont venir que de nombre de mecs. Les mecs, ils vont tous venir, enfin, ils vont être beaucoup plus partants. Et pour faire venir les filles, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, il l'a dit très vite. Que non, ça, alors, je pense, si je puis me permettre, mon cher Léo Duquesnel, c'est un petit reste de tropisme d'ingénieur, ça. Ah, dis-moi. En réalité, il y a beaucoup plus de femmes qui cherchent à sortir le soir que d'hommes. Ah non, c'est pas ça que je dis. Ah, j'ai mal compris alors. Je dis que si tu penses à 10... Tu fais une liste avec 5 de tes potes mecs, 5 de tes potes femmes, est-ce que tu sens que t'as pas plus de garantie quand tu leur proposes que les mecs vont venir et pas forcément les filles?
Oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. J'imagine qu'au bout de la deuxième et la troisième soirée, t'as moins peur de ça, mais au début, tu peux en être effrayé. Oui, et de alors dire, putain, on va se retrouver avec qu'une seule meuf, ça va être la loose. C'est parfaitement vrai, Léo Duquesnel. Raison pour laquelle je t'expliquais, enfin, je t'explique rien du tout, mais enfin, raison pour laquelle j'évoquais l'importance de l'état d'esprit. Et en fait, la réalité, c'est que ces gens-là, car je n'estime pas en faire partie. J'ai pensé pendant 6 mois à être Jeff de la Grande Bellezza et je ne le suis pas. Il faut que je me résolve à l'évidence. Je ne le suis pas. Il faut que je me résolve à l'évidence. En fait, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est que je prends les venus et les non-venus personnellement. Je pense que t'es pas assez vieux et t'es pas assez blasé encore. Faut attendre encore 20 ans et ça sera bon. Pour l'instant, en tout cas, je n'y arrive pas. Et moi, j'ai 3 potes organisateurs d'événements comme ça. Un et demi dont c'est le métier, enfin 2 dont c'est le métier et 1 dont c'est pas le métier. Et ils ont ou ils affichent. Hein, c'est peut-être fin, je ne sais pas. C'est peut-être fin. Mais ils affichent une indifférence, mais hallucinante aux venus et aux déconvenus. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que j'ai repéré que Lorenzo, par exemple, c'est lui dont je t'envoie parfois des photos, il est avec Depardieu, il est avec... la mâchoire carrée, là ? Non. Ça c'est le 3e. Ça, c'est le mec qui fait ça de façon informelle et dont c'est pas le métier. Non, Lorenzo, je vais te montrer la photo. Lorenzo, pourquoi je trouve pas ? Tiens, voilà. C'est le mec, sur toutes ses photos de profil, il est avec une personnalité... Ça aide. Attends, voilà. Ça aide jusqu'au jour où l'une de ses personnalités se fait coincer. Et du coup, on lui dit, mais qu'est-ce que vous foutiez avec cet harceleur ? Ah non, c'est pas un harceleur du tout, Lorenzo. Ah non, non, pas lui, mais les personnalités avec qui il est. Tiens, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Ah oui, très bien. Oui, je vois. Le mec, sa photo de profil, c'est avec Depardieu, avec des acteurs américains, tu vois. Pas mal. Voilà. Donc en fait, leur grande qualité, c'est Lorenzo, par exemple, il a fait une soirée, on a fait une soirée ensemble chez moi il y a 3 semaines. C'est la soirée chez moi où j'ai rencontré l'actrice franco-italienne là. Non, je t'ai envoyé les photos. Avec les cheveux un peu ondulés. Je me souviens. Et lui, en fait, il a cette capacité à envoyer des messages, mais maintenant j'ai deviné qu'en fait c'était des messages stéréotypés. C'est-à-dire que tu sais même pas, c'est du copier-coller quoi. C'est-à-dire que le mec invite les gens en masse. J'en ai un. J'en ai un comme ça ici, c'est pareil. Tu sais et tu sens que il te l'envoie à toi. Il sait que c'est toi, mais il prend même pas la peine. Il prend même pas la peine de te faire un message personnalisé. Et le jour du truc, il relance en disant tu viens ce soir et je sais que c'est un copier-coller. Je le sais. Ouais. Je le sais. Mais ça c'est une certaine force. Hein. C'est une certaine force. Et j'ai le même ici. C'est un grand Suédois qui fait des soirées à San Francisco, et quand il envoie des mails à sa liste d'invités, tu as toujours l'impression que dans sa formulation, même si tu te rends compte vite que c'est un copier-coller, au début tu te dis putain, le mec m'a écrit vraiment. Oui, mais tu devines en bout de 3 secondes que c'est un copier-coller quoi. Mais c'est une forme de force de ce genre de message. C'est vraiment l'indifférence. C'est vraiment l'indifférence aux venus et aux déconvenus en fait qui vont arriver, qui fait leur force. Mais bon, on en était donc à l'effet de levier, parce que c'est ça en fait qui intéresse les gens, c'est comment on réunit des gens qui sont hors, on va dire, de nos connaissances. Hein. Quand on dit organiser des soirées, encore une fois, c'est pas inviter les gens qu'on connaît et leur demander de ramener 2 personnes. L'effet de levier n'est pas assez fort. L'effet de levier, c'est trouver un canal. Alors, est-ce que ça va être votre club de danse, votre club de sport? Est-ce que ça va être un forum internet, une communauté internet? C'est certainement pas Facebook. Facebook, c'est l'annuaire aujourd'hui. Donc, on va pas faire un effet de levier sur Facebook. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est votre
je sais pas, si vous donnez des cours, la classe où vous enseignez, l'école où vous enseignez, ce que c'est, trouver le levier qui vous permettra, sur une base évidemment de personnes dont vous êtes bien sûr qu'elles viennent, vous n'allez pas vous lancer dans ça tout seul, il faut déjà être sûr d'avoir 7, 8, 9 personnes à peu près dont on est sûr qu'elles viennent, d'accord ? Et sur ces 7, 8, 9 personnes, publiciser, c'est-à-dire faire la promotion de son événement avec tous les leviers, tous les ficelles, toute la tournure d'esprit, toute la psychologie, évidemment, marketing, hein, qui va bien. Et évidemment, alors on va lister, hein, parce que moi ça me paraît évident, mais toujours le mec pour qui c'est pas évident. Donc évidemment, les places sont limitées. Hein, on dit pas, il faut empêcher aux gens. En fait, il faut dire aux gens, plutôt que de leur dire surtout ramenez vos copines bonasses, etc. C'est au contraire, il faut les limiter. Vous ne ramenez pas plus d'une personne, ou plus de 2. Voilà. Imagine la différence de valeur perçue entre ramener 3-4 personnes chacun. Donc là, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est ? Il a loué un hangar, on va être 4 à se regarder en chien de faïence. Il nous dit de ramener du monde. Non, c'est au contraire, il faut limiter le nombre de personnes présentes. Voilà. Et il faut limiter le nombre de personnes donc présentes, ce qui aura pour effet manipulation inversée, ce qui aura pour effet de faire penser aux gens que tout le monde va ramener plein de gens. Il faut une cause, il faut une raison. On en était là. Donc soyez inventifs au niveau de la raison, mais fêtez une saison, fêtez. Moi, j'avais fait un truc par exemple à Paris qui s'appelait le verre du 15 août, parce qu'il y a un mois d'août où j'étais à Paris. Et j'avais dit voilà, le verre du 15 août, on est les plus braves, on est les meilleurs, on est ceux qui gardent la ville. Donc j'avais organisé sur le toit du Raphaël, qui était un hôtel où j'allais de temps en temps à Paris, très très cher, mais qui a une terrasse incroyable en face de l'Arc de Triomphe. J'avais organisé également via Small comme ça un petit apéro de 8-9 personnes, enfin on était nous 3-4, puis j'avais invité donc 8-9 personnes en plus, donc à la fin ça faisait 12-13. Sur le thème, voilà, le verre du 15 août, solstice d'été, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Il y a 10 000 raisons. Solstice d'été, solstice d'hiver, l'heure qui avance, l'heure qui recule, Halloween, Mais d'ailleurs, c'est bientôt Halloween. La sortie d'un film, la sortie de n'importe quoi. Donc, il faut une cause. Il faut un dress code. Pourquoi ? Parce que l'hétéro binaire de base s'en rend pas compte, mais c'est un dilemme incroyable pour une meuf de savoir comment s'habiller. Un dress code ou une ambiance avec des mots-clés. Elle veut surtout pas l'être trop pour pas passer pour une pute, mais surtout pas ne pas l'être assez. Et ça, notre hétéro binaire de base, pour lui qui a 2 paires de chaussures, 2 jeans et 4 chemises noires, c'est incompréhensible. Tu vois ce que je veux dire ? C'est incompréhensible, ça n'a aucun sens. Oui, puisque de toute manière, à chaque fois, il dit ah oui, je vais à une soirée, donc je m'habille. Je mets ma chemise. En mode soirée. Ma chemise pour sortir, blanche ou noire. Ma chemise pour sortir, voilà. Donc il faut une cause, il faut une raison, il faut de la logistique. C'est-à-dire il faut un lieu qui soit ultra central. Tu ne vas pas faire. Si tu n'es pas connu, tu ne fais pas déplacer les gens à je sais pas où, en banlieue. Oui, alors c'est toujours le même problème. Ça dépend. J'allais dire, ça dépend du budget. Si c'est pas ultra central, il faut considérer comme évident que les gens n'auront pas à réfléchir une seconde pour se rendre à ta soirée, et donc mettre à disposition, j'allais dire provide, mettre à disposition un moyen de transport qui va les emmener à la soirée. Mais ça multiplie les coûts énormément. Ah bah tu ne peux pas demander aux gens, et notamment aux femmes, de venir en masse et d'avoir à réfléchir à la logistique. Voilà, donc vous pouvez toujours. Ah oui, tu peux toujours essayer, mais enfin, c'est le chevalier à la falaise, quoi. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. La condition nécessaire, c'est ne vous inquiétez pas, il y a un bus, il y a le bus de la soirée qui a été loué, qui part à telle heure, à un autre à telle heure, à un autre à telle heure. Tout est pris en charge. Et pensez également à comment les gens rentrent. Ne pensez pas seulement à comment ils y vont. C'est comment on rentre. On n'a pas envie d'attendre 6h du matin. Tu comprends ? Je sais que par exemple, il y a des systèmes avec, je pense sur Uber, dans les grandes villes c'est possible, où tu demandes à Uber de générer un code pour la soirée. Donc je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter pas assez cher, mais ça va donner 20 € de réduction.
et tu distribues ce code à tous les gens de la soirée, et du coup, hop, ils n'ont pas à payer le retour. Ah, excellent, je ne connaissais pas. Ça, c'est bien pour les grandes villes cosmopolites, ça marche peut-être mieux pour les demi-villes de province. Un autre truc que je me suis dit, étant à l'étranger, en tant qu'expatrié... Attends, est-ce qu'on essaie quand même de donner à ce podcast, même s'il est informel, un tout petit peu de structure, et on finit la liste? Parce qu'ils vont se dire, mais à chaque fois, ils coupent la liste. Donc, on a dit... Ah non, mais pour moi, c'était un autre point dans la liste. Vas-y, d'accord, continue. pardon. Alors, on a dit logistique. On a dit un motif, une cause, un prétexte. Utiliser... J'essaie de penser... je formate mon cerveau en mode HBB. Donc, je fais des plans. Donc, penser à, petit a, saisonnalité. D'accord? C'est saisonnalité, fêter le début de l'été, de l'hiver, de ci, de ça, Halloween, machin. Petit B, mettez-vous en parallèle d'un événement dont on parle. Donc la soirée off de tel truc, la soirée de lancement de tel truc, la projection d'un film. Et si on va être en couleur du mouche, je dirais en parallèle, mais pas en concurrence. Non, vous n'avez pas les moyens d'être en concurrence. Mais je sais pas, par exemple, t'as un pote qui fait des courts-métrages et qui est en train qui va balancer son court-métrage sur Vimeo. Le truc fera 200 vues, on s'en fout. Et tu dis, voilà, c'est la cause. Projection privée du court-métrage, du réalisateur ouzbek, machin. Un motif, d'accord? Ouais. Logistique, motif, effet de levier. Effet de levier, pourquoi? Parce qu'on ne réseaute pas avec des gens qu'on connaît déjà dans l'endogamie, dans l'entre-soi. On a besoin d'une caisse de résonance. Cette caisse de résonance, c'est vrai que quand Small World est tombé, je l'ai perdue. Et du coup, cette caisse de résonance, ça peut être quoi? Ça peut être d'autres personnes qui ont un gros réseau. Ça peut être tout à coup de joindre, de rejoindre un réseau d'expats ou un réseau genre Internations ou quoi, et de cibler quelques personnes et voilà ça. Trouver une caisse de résonance. Utiliser Internet, mais pas seulement. Trouver un maillage de gens susceptibles d'être sensibles à votre proposition et qui soient exogames. Sinon, on est hors contexte. Inviter 5 ou 6 potes qui de toute façon ne se fréquentent pas d'habitude, c'est pas générer de l'exogamie, c'est rester dans l'entre-soi et c'est se faire chier. Ensuite, ne pas hésiter. Alors moi, je sais que j'ai des hésitations à utiliser les ficelles du marketing, c'est pas à Léo que je vais l'apprendre, mais bon, peut-être que vous qui nous écoutez n'en avez aucune, peut-être que vous n'avez aucun problème, aucune hésitation à utiliser les ficelles du marketing, d'accord? Donc bien vendre votre événement comme un produit marketing, c'est-à-dire petit a, limite de temps, petit b, limite de disponibilité, petit c, bénéfice client, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, petit d, t'as de la chance d'y être, petit e, photo un peu sympa du lieu, etc., sans évidemment donner l'impression que voilà, il faut que ça reste dans les limites de faut pas qu'on cherche que vous, enfin, quand il y a trop de marketing, on a l'impression qu'on va vous refiler une patate, quoi. Une merde. Voilà, il faut que ça reste évidemment dans les limites du bon goût. Point suivant, dress code. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que les hétéros s'en foutent, mais pour les femmes, si elles ne savent pas comment s'habiller, elles viennent pas. Ouais. Et petit le dress code. Moi j'en ai un autre que j'en réserve depuis tout à l'heure. Oui, il y a un truc qui est important si vous êtes dans une ville dans laquelle vous êtes nouvel arrivant dans une ville où c'est dans toi par exemple, on pourrait dire que c'est Rome, c'est moins de temps à Rome que à Paris. Si vous êtes soit dans un autre pays, soit dans une nouvelle. Alors attends, non, là où je veux en venir, c'est que suivant les villes, même à l'intérieur d'un autre pays et à l'étranger, il y a toujours un élément de la soirée qui fait partie de l'inconscient collectif
d'une soirée réussie. Je vais donner un exemple. Par exemple, l'erreur que je pourrais faire ici, ça serait de faire une soirée autour de, on va dire, le French lifestyle, tout en vendant une espèce d'icône française. Je pense que ça ne pourrait pas faire mouche parce qu'aujourd'hui c'est plus très original d'être étranger. Ça fait mouiller personne. Voilà. Bon, il y a 20 ans ça aurait fait sens, mais aujourd'hui ça n'est plus le cas. Mais par contre, si je te dis que à San Francisco, d'avoir ce qui s'appelle un photo booth dans sa soirée, c'est un élément clé. C'est quoi un photo booth ? Voilà, toi ça fait pas sens, mais enfin c'est un mauvais anglicisme, ça fait pas sens, ça n'a pas sens. Un photo booth, tu sais, c'est les petites cabines de photos ou les appareils photo automatiques. Oui. Alors je dis que c'est important d'observer l'endroit, la ville et le contexte dans lequel vous êtes pour intégrer ces éléments qui en fait vont vraiment peuvent déclencher l'envie de venir. Donc moi, j'ai 3 exemples. Moi, par exemple, à San Francisco, ça va être le photobooth. Les gens ça va faire écho en eux. À Paris, par exemple, ça pourrait être l'élément bon vin ou l'élément rooftop. Et peut-être qu'à Rome ou à Milan, il y a un élément de l'inconscient collectif qui fait que quand c'est présent dans une soirée, c'est très important. Mais par exemple, un photobooth dans une autre ville, ça va peut-être amuser les gens, mais ça va pas faire autant sens. Oui, ici tout le monde s'en foutrait de ton photobooth, ça je te le garantis. Voilà, alors qu'ici tout le monde est content. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que à Rome ou à Milan, il y a un truc Milan, je la fréquente plus depuis des années, qu'il faut absolument intégrer dans ces soirées? Alors Milan, je ne sais pas, je la fréquente plus. À Rome, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il y a une boisson? Est-ce qu'il y a un aliment? Est-ce qu'il y a une musique qu'il faut absolument mettre? Oui, à Rome, il faut mettre la musique de la Grande Bellezza, évidemment. Voilà. Ça va sans dire. Et je pense que ça paraît être un détail, mais si tu ne la mets pas, ou plutôt quand tu vas la mettre, les gens ils vont dire, il y aura plus de gens qui diront il y avait de la bonne musique. Oui, c'est con. Effectivement. Oui. Mais et je mets cette musique ici, les gens vont s'en battre les couilles, quoi. Ah oui, sans doute, oui, tu as raison. Donc voilà, c'était un point que je voulais rajouter, c'est de trouver l'élément de la ville où vous êtes qui va faire mouche et qui fait mouche, qui est présent à toutes les soirées ou en grande majorité. Je pense qu'on peut quand même approcher d'une conclusion parce qu'on est quand même à près de 50 minutes et je pense qu'il y a un détail qui n'est pas un point de la liste mais qui est le point qui chapeaute la liste. En fait, ce qui chapeaute la liste et quand on se lance dans l'organisation d'événements, alors on n'a pas listé les bénéfices d'organiser des soirées, mais je pense que c'est pas la peine de les lister. On sait pertinemment que celui qui organise, il est chef de meute, il est au centre de l'attention, et donc globalement, il multiplie par 5 ou par 6 son coefficient de rencontre. Alors, c'est une évidence. En fait, ce qui chapeaute tout, c'est de changer de perspective sur la chose. En réalité, les gens s'emmerdent. Les gens s'emmerdent, quel que soit le nombre d'opportunités que leur ville leur offre, ils ont l'impression que c'est toujours les mêmes endroits, ils ont l'impression qu'ils se font chier, et en fait tout le monde rêve d'être invité à un truc un peu sexy, un peu glamour, un peu privé, d'avoir du nouveau, de ne pas fréquenter toujours les mêmes endroits par défaut. Les gens fréquentent, quel que soit le nombre d'opportunités que la ville leur présente, les gens fréquentent les mêmes endroits par défaut. Je pense que quand tu as habité Paris pendant quoi, tu as passé quoi, 2-3 ans à Paris, je sais plus exactement. 2 ans, ouais. Tu as passé 2 ans à Paris. Paris fait partie de ces villes avec une offre de sortie renouvelée en permanence. Donc quasi illimitée, d'accord ? Comme New York, comme Londres. Voilà, pas comme Rome. Rome n'a pas une offre illimitée comme ça. Ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, ça t'enlève beaucoup de nœuds au cerveau. Et t'as rencontré des nanas à Paris et t'as bien vu qu'elles connaissent globalement 3 endroits. Oui. Voilà. C'est toujours les 3 endroits. Et parfois même 2. Les plus trendy. Et parfois même 2, quoi. Je me rappelle Alexandra, qu'on a rebaptisé par pudeur Rachel pendant des mois. Non, c'était en séminaire que je l'appelais Rachel, pardon, c'était pas avec toi. Alexandra qui habitait en plein 3e arrondissement,
Ouais. C'est vraiment l'endroit le plus hipster, le plus branché de Paris, le plus créatif au niveau des propositions de sortie. La meuf, elle connaissait 2 spots, quoi. Oui, de toute façon, elles ont toujours. Il y a la boîte, il y a la boîte de nuit, le café et l'endroit pour bruncher. T'as une espèce de trio comme ça qui va changer au fur et à mesure des saisons, mais ça dépassera jamais le nombre 3. Donc en réalité, se persuader qu'en fait les gens, indépendamment de l'offre objective d'options qu'ils ont à disposition, en fait les gens se font plutôt chier. D'accord ? Les gens se font plutôt chier, et en réalité, c'est dans la façon dont vous allez présenter votre alternative comme une chance pour eux et non pas comme une contrainte pour eux que vous allez ou pas remporter la partie. Et la clé, c'est vraiment, si on a une personnalité comme la mienne, qui n'est pas de faire du bourrinage collectif, mais qui est plutôt de nourrir des relations individuelles, si vous aviez la chance ou la malchance d'être comme moi, vraiment de vous entraîner à l'indifférence. Moi, c'est ce qui m'a un peu achevé en fait avec ces soirées. C'est l'ingratitude. Ah oui, ça oui. C'est hallucinant, mais des gens qui viennent danser chez toi, draguer chez toi, manger chez toi, boire chez toi, etc. Et que sans rien payer, parce qu'évidemment, il y a pas de, vous n'allez pas faire payer. Alors, j'ai essayé, on en reparlera. On peut pas tout dire aujourd'hui, donc dites-nous dans le vide sur le Slack. Dites-nous sur le Slack si vous souhaitez qu'on prolonge ce thème avec Léo. Moi, j'ai essayé les deux en fait. J'ai essayé, comme je l'explique dans la vidéo, d'offrir. Il faut savoir que ma première grosse soirée à Milan m'a coûté entre 4 et 5 000 euros. Oui, on n'a pas parlé du budget aussi. S'il y a une fourchette de budget à recommander. C'est ce que vous pouvez vous permettre. Moi, j'avais décidé de dédier en fait ce que j'allais gagner en relooking à cette soirée. Donc, mettons que j'ai fait 4 ou 5 relookings cette semaine. Ça m'avait généré environ 4 ou 5 000 euros. J'avais fait payer les gens en espèces et j'avais tout redépensé sur la soirée. Soirée dont vous avez vu les images défiler pendant le podcast, parce que je pense qu'avec Instatube, je vais leur faire un. En fait, sur notre bande son, les images qui verront seront les photos des soirées. D'accord. Donc ça m'avait coûté 4 ou 5 000 euros. Alors évidemment, certains vont me dire, mais de quoi il nous parle ? Enfin, le mec a pété un câble et tout. Je sais pas. Est-ce que c'est raisonnable ou pas ? Écoutez, en tout cas, ce qu'on peut dire, je sais pas s'ils vont péter un câble, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que c'est beaucoup plus intelligent socialement de dépenser 4 ou 5 000 euros de cette manière plutôt que de dépenser 1 300 euros pour avoir une bouteille en boîte. Oui, ça c'est certain. Ça c'est absolument certain. Lorenzo, je l'ai rencontré comme ça et je ne l'aurais jamais rencontré autrement, par exemple. C'est-à-dire que il y a évidemment un côté démonstration de valeur. Après, on peut rentabiliser l'investissement autrement. On peut demander aux gens d'apporter quelque chose, mais par contre, il faut bien le codifier. Moi, par exemple, je demande toujours. Mais jamais compter dessus en même temps. Mais jamais compter dessus parce que certains ne vont pas le faire, même si c'est écrit 3 fois dans la liste. La solution qui marche le moins bien, c'est l'argent, c'est-à-dire de faire payer à l'entrée. Pourquoi ? Parce que tout à coup, en fait, quand tu fais payer à l'entrée, les gens veulent se piner la gueule. Et vont se précipiter sur l'alcool le plus cher. Et en fait, quand tu n'en auras plus, parce qu'ils vont tous dézinguer 4-5 coupes de champagne, quand tu n'en auras plus, et ben en fait les gens qui entrent les derniers et moi j'avais fait une soirée dans un hôtel particulier qui m'avait coûté 3 000 euros. 3 000 euros juste la location de l'endroit. Ouais, ça doit être sympa. Plus environ 1 500 euros d'alcool, donc environ 4 500 euros. Et j'avais fait payer l'entrée et il y avait à peu près 100 personnes. Donc j'avais généré 3 000 euros. J'avais fait tout au black. Là, j'avoue que si en plus il faut se mettre à non, j'ai fait ça tout au black. Je l'avoue bien volontiers. Donc je l'avoue. De toute façon, attends, qu'on se mette très au clair. Il n'y a rien d'illégal. Mais si, quand tu fais payer les gens peut-être. Mais j'allais dire pour une soirée privée. Si, c'est pas légal. C'est pas légal parce que tu ne peux pas vendre de l'alcool sans licence. Parce que là t'en vendais. Ouais, mais il faut savoir que dans tous les cas, ça te coûte. Si ce n'est pas ton métier, si tu n'es pas sponsorisé, ça te coûte. C'est-à-dire que même en faisant payer l'entrée, c'est quelque chose qui à la fin m'a quand même coûté 1000 balles, tu vois. Ouais. Et en plus, tu changes les attentes des gens. Quand c'est gratuit, il y a une forme de flexibilité. Il n'y a plus de champagne, Quand c'est payant, tu n'as aucune flexibilité.
J'ai payé. Ah oui, les gens ils veulent du champagne. C'est ça. J'ai payé 30 €. 30 €, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, selon où vous habitez, selon l'âge que vous avez, etc. Là, c'était un hôtel particulier à Passy. C'était un hôtel particulier entièrement privatisé de 3 étages avec terrasse et piscine sur le toit à Passy. Bon, voilà, pour moi, franchement, 30 €, je veux dire, réfléchissez, pour ceux qui trouvent ça beaucoup, réfléchissez à quelle vitesse vous claquez 30 € en sortant, quoi. Si vous habitez, en ne rencontrant personne. Si vous habitez Paris, je veux dire, 30 €, ils filent en. Enfin, c'est 3 verres, quoi. Ouais, et là, t'as pas payé l'entrée. C'est ça. Donc, non, la solution de faire payer est globalement une mauvaise solution. Et après, sauf accepter que c'est un investissement. Accepter que ça a un coût. C'est une évidence que ça a un coût. On ne reçoit pas à coût nul. Hein C'est un investissement. Mais qui est, qui est plus intéressant que ce qu'on disait tout à l'heure, de faire le kéké en boîte, quoi. Faire le kéké en boîte, c'est pas un investissement, c'est ridicule, quoi. Oui, mais voilà, pour ceux qui se diraient, est-ce que les mecs que je vois qui pètent des bouteilles de vodka à 1000 balles, est-ce qu'ils ont un retour? Peut-être que certains VIP... ils ont 4 putes qui viennent boire leur bouteille et qui s'en vont, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas terrible. Non, je disais sauf parce que, par exemple, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait tilt dans l'endroit ou dans le pays dans lequel vous êtes, un moyen de faire payer les gens aux États-Unis, parce que c'est très populaire, c'est les soirées caritatives, parce que la culture américaine est très branchée là-dessus, alors de façon hypocrite ou non, mais tu peux faire raquer les gens de plusieurs dizaines, centaines ou milliers de dollars quand il y a une cause caritative qui est derrière. Ah oui, parce qu'aux États-Unis, c'est toujours le social vient de l'initiative privée. Voilà. Alors après, je pense que pour organiser ça à grande échelle, il faut quand même être dans un réseau. Oui, non, le caritatif, c'est quand même de l'ultra mondain, aristo. C'est pas tout le monde le caritatif. Du gros niveau. Le caritatif, c'est quand même pas tout le monde. Mais bon, ouais, c'était simplement pour dire que. C'est pas Pierre le banquier le caritatif. Ah non. Toujours bien regarder ce qui se passe autour. Ok. Faudrait qu'on leur fasse un jour une vidéo sur les ingrats. Les ingrats? Oui, tous les gens qui ont bossé pour moi ou avec moi, pas toi évidemment, pas toi, pas Alexandre, pas François, pas voilà. Mais tous les Pierre, les Djibril, etc., partis coachés sous d'autres cieux et qui ne renvoient jamais. Pourquoi est-ce que Pierre qui interviewe des entrepreneurs successful, pourquoi il m'interviewe pas? Tu sais pourquoi? Je ne sais pas. Parce que j'étais son boss. Oui, je comprends. C'est ridicule. Mais en plus, ce qui est très dommageable, c'est que non seulement il y a plein d'ingrats, mais en plus tous les ingrats se sont convertis dans la même activité. Oui, le marketing, le web marketing, quoi. C'est ça qui est très ridicule. Le web marketing. Bon, alors si ça vous intéresse de continuer à creuser, moi je trouve ça très intéressant parce qu'il y a plein de concepts dans ce thème de soirée. Mais moi j'ai pas tenu, sincèrement j'ai pas tenu, je vous l'avoue. Ouais. Moi, ma personnalité au bout d'un moment bloque. C'est trop ingrat. Ça m'étonne pas. C'est trop ingrat et il faut une indifférence trop grande. Moi j'ai un côté inégalitaire dans mes rapports humains. Je suis très très proche, très disponible et très empathique avec les gens que j'apprécie. Je le suis peu, voire pas avec les gens que j'apprécie pas. Je peux pas faire du quanti et traiter tout le monde pareil, faire des messages copier-coller. J'arrive pas. Voilà, vous serez prévenu qu'il faut quand même une grosse propension à être... Oui, parce que si tu prends... Comme les gens se sentent extrêmement peu engagés à une invitation collective, surtout s'ils savent et ils pensent que vous allez être des dizaines, et ils s'en foutent de venir ou pas venir, puisqu'ils partent du principe que vous ne le verrez pas ou peu. D'accord? Ils partent du principe que vous ne le verrez pas ou peu. Du coup, vous avez vraiment des réactions, et puis l'ingratitude. Des gens qui se rencontrent chez toi, d'accord, des mecs qui draguent chez toi, ou des filles qui rencontrent des hommes chez toi, qui les fréquentent en dehors, et tu les croises ensuite ensemble, et ils t'invitent pas. C'est ça. Je me rappelle d'un mec, pseudo-journaliste ici en Italie,
qui avait rencontré 3-4 pseudo-actrices, enfin prétendantes actrices à une de mes soirées, et que j'avais croisé ensuite, qui utilisait sa carte de presse pour aller leur faire visiter le Sénat pour aller leur faire visiter les bâtiments du Parlement ici, et je les croise dans la rue, le mec m'avait pas invité, quoi. Et oui, c'est ça, il faut vraiment supporter l'ingratitude. Ouais, mais je pense qu'il y a des... Comment dire, ces personnes-là, ce journaliste ou d'autres qui sont ingrats, peuvent parfois être ingrats malgré eux, parce que je crois que tant qu'ils n'ont pas organisé eux-mêmes une soirée, ils ne peuvent pas se rendre compte de toutes les difficultés que ça peut entraîner. Je sais pas. Je crois que ça vient aussi de là. Donc, si tout cela vous a intéressé, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les conditions pour organiser des soirées, comment bien les réussir, si ce podcast vous a plu, dites-le nous dans le Slack. Voilà, on est à 56 minutes 22 secondes de podcast. On espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous voudriez aborder plus en profondeur? Dites-le nous pour la prochaine fois. On le saura. Voilà. Un dernier mot, Stéphane? Non. De toute façon, en ce moment, on tente. Donc, je ne sais pas si ce thème vous aura particulièrement parlé ou pas. Mais c'est pas grave. C'est en essayant que l'on sait, et on tient de plus en plus compte de vos réactions et de vos commentaires. Donc là, on se souvient de faire ces réactions et ces commentaires sur le Slack et pas sur YouTube. On ne like pas cette vidéo, on ne partage pas cette vidéo et on ne commente pas cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. À bientôt, cher VIP. Salut à tous. À tout de suite sur le Slack. Je vais tout de suite aller faire un petit tour sur le Slack.